Bonjour, bienvenue à cette table ronde digitale consacrée aujourd'hui à la RE 2020. C'est une table d'experts qu'on va vous proposer pour faire toute la lumière sur la réglementation environnementale 2020. On va rester ensemble une quarantaine de minutes pour vraiment faire le point et n'hésitez évidemment pas à poser toutes les questions. Il y a nos experts autour de cette table qui y répondront. Avec nous Frédéric Didier, directeur général Wienerberger. Bienvenue, il y a nos spécialistes techniques, Stéphane Zumbil, responsable du centre d'expertise technique Wienerberger, Gérald Merlin, responsable marketing produit, et de l'autre côté, il est en digital, c'est Olivier Mahul, qu'on va entendre dans quelques minutes, directeur technique chez ABM Énergie. Bonjour Olivier, c'est un bureau d'études techniques et environnementales. Alors, on va commencer d'abord sur ce plateau, Frédéric Didier, on va parler des enjeux et des perspectives de la RE 2020. Et d'abord, pourquoi participer à cette table des experts? Et vous pouvez effectivement enlever votre masque. Pourquoi participer à cette table des experts? Déjà, bonjour à tous, bonjour Lionel. Effectivement, en tant que leader mondial de la terre cuite sur l'ensemble du bâti, mur, façade et puis toiture, il nous semblait vraiment important d'apporter aujourd'hui notre expertise, notre partage, naturellement accompagné d'un expert d'un bureau d'études en la personne d'Olivier Mahul qui va nous accompagner aujourd'hui. Donc Olivier Mahul, comme vous l'avez dit, directeur technique d'ABM Énergie Conseil. Et l'objectif, c'est d'accompagner nos partenaires, nous, donc chers partenaires, professionnels de la construction, afin de vous apporter le maximum d'éléments concrets de réponse pour bien cerner cette RE 2020 et surtout les enjeux et les solutions pour répondre à cette RE 2020. Nous avons attendu la fin de la consultation publique sur les textes de la RE 2020 afin de prendre la parole. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous informer, d'ailleurs de vous rassurer aussi sur ce que nous savons à l'instant T, parce que les choses évoluent encore un petit peu ces derniers temps. Et puis lorsque les moteurs de calcul, en particulier celui du CSTB, sera disponible, on reviendra vers vous, chers partenaires, pour faire des simulations plus concrètes avec des exemples plus factualisés. Voilà, parce qu'il y a des grands enjeux avec cette nouvelle réglementation. Comment d'ailleurs on peut s'y projeter ? Alors, c'est vrai que chaque réglementation thermique, donc appelée RT, amène son lot de nouveautés pour tendre vers des bâtiments toujours plus performants, économes en énergie. Et puis, dans notre société actuelle, c'est vrai que, d'une part, l'environnement, mais aussi l'humain deviennent primordiaux dans tous les enjeux d'aujourd'hui. Et donc, cette nouvelle réglementation, cette fois-ci, non pas uniquement thermique, mais également environnementale, donc RE comme environnement, devrait rentrer en vigueur, je pense, en début 2022, comme les textes le prévoient, avec un léger retard dû à cette crise sanitaire que nous traversons tous. On va prendre les choses point par point. D'abord, quels sont les enjeux ? L'enjeu, c'est le passage d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale sur un aspect important qui est la partie énergétique, donc donner la priorité à la sobriété énergétique des bâtiments et d'améliorer de manière continue le confort des occupants des bâtiments. L'autre point extrêmement important, c'est la dimension carbone. On en parle beaucoup actuellement. Donc diminuer l'impact carbone et en particulier les émissions de gaz à effet de serre. On parlera beaucoup de CO2, de dioxyde de carbone ce matin, lié à la construction de bâtiments. Et puis un point qui est extrêmement important pour nous, pour Wienerberger, mais pour la terre cuite en général, c'est, on le voit de plus en plus, des étés extrêmement chauds. Donc le confort d'été. Et donc ça, c'est un point important pour garantir la fraîcheur des bâtiments en cas de forte chaleur. Et Frédéric Didier, on parle maintenant des étapes. Quelles sont-elles ? Les étapes, les exigences en termes d'impact, en particulier sur la partie carbone, vont se durcir dans le temps. Première étape 2022, 2025, second seuil de durcissement, je dirais, 2028, troisième étape, et puis 2031. Donc ça, c'est des points qui sont extrêmement importants pour nous, qu'on puisse vraiment répondre à ces échéances. Et on y travaille, on reviendra sur qu'est-ce qui est fait actuellement pour répondre à ces 3 ou 4 échéances. Et en plus, le gouvernement, on y reviendra également avec Olivier Mahul, sur l'aspect de clause de revoyure qui a été acceptée par le gouvernement pour faire un retour d'expérience sur cette RE 2020. Voilà, on va faire tout un point avec Olivier dans quelques instants. Et comment vous vous positionnez chez Wienerberger, Frédéric ? Alors, on s'engage à travers des transformations majeures au niveau industriel, que ce soit sur le process industriel, que ce soit sur la partie énergétique, sur la partie matières premières, qui soient les moins carbonées possibles, et sur la partie produits. On travaille également sur de nombreux investissements, et en particulier, l'objectif pour nous est de passer à moins 15% d'émissions de gaz à effet de serre CO2 à échéance 2023, moins 15% 2023. Et donc pour cela, on investit 60 millions d'euros par an sur 3 ans, 2021, 2022,
2023. Donc 180 millions d'euros d'investissement au sein du groupe pour pouvoir atteindre cet objectif de moins 15% d'ici 3 ans. Mais qui mieux que Heimo Scheuch, notre président, pour vous en parler? We at Wienerberger value sustainability highly. By achieving nearly all of our targets in the Roadmap 2020, we show to the outside world how important sustainability is for Wienerberger. The Austrian Sustainability Award that has been granted to us recently, in the 4th time in a row, shows that also the outside stakeholders see the strong efforts and value them by Wienerberger. But that's not enough, dear colleagues. We want to improve our performance further by allocating more than 60 million euros a year during the next 3 years to environmental performance of our company and improving the overall ESG performance. We show clearly that we have a major commitment here. Voilà, on vient de voir la stratégie du groupe. Et côté produit, quels sont les développements futurs ? Alors, les développements, je dirais même actuels et de demain, vont être basés sur des produits, Lionel, mais également sur des solutions, en travaillant toujours sur la performance des solutions et des produits, en intégrant la notion d'éco-conception. Et on aura l'occasion ce matin avec Gérald Merlin et avec Stéphane Zumbil d'y revenir sur des solutions Wienerberger qui guideront en fait les systèmes constructifs de demain. Et les solutions terre cuite de Wienerberger trouvent toute leur place dans ce chemin de performance. Alors RE 2020, il faut un spécialiste de la réglementation. Il est avec nous, c'est Olivier Mahul, directeur technique chez ABM Énergie. Je rappelle donc que vous êtes un spécialiste des réglementations, notamment à la DHUP, qui est la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire. Alors pour commencer d'abord sur la RE 2020, rappelez-nous le calendrier, Olivier. Alors, d'abord, je vais commencer par vous dire qu'on travaille depuis plusieurs mois sur cette réglementation, notamment dans le groupe de travail, effectivement, où on a travaillé pour la DHUP. On est dans la phase terminale de ce travail, avec différentes consultations. Aujourd'hui, les projets de texte ont été envoyés à la Commission européenne pour validation. Ils devraient être publiés officiellement, donc c'est à partir de là qu'on pour être sûr de ce que contient cette RE aux alentours de la mi-juin. Et pour une date d'application, donc la date la plus importante, on va dire, au 1er janvier 2022, cela concerne les dépôts de permis de construire. Donc d'ici là, il va falloir qu'on travaille tous ensemble pour préparer les maîtres d'œuvre, constructeurs, promoteurs, architectes, etc., pour bien appréhender cette nouvelle réglementation et pour être prêt au 1er janvier 2022. Voilà, il y a effectivement du boulot. Quels sont les grands thèmes de cette réglementation, Olivier Mahul ? Alors, comme ça a été évoqué, on va devoir travailler avant tout sur les besoins des bâtiments, avec une diminution de ce qu'on appelle les besoins bioclimatiques ou le BBio, de l'ordre de 30% par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui avec la RT 2012. Alors, cette valeur de 30%, c'est une valeur moyenne qui a été communiquée par les pouvoirs publics, mais bon, elle est variable en fonction des bâtiments, de leur taille notamment, mais pas uniquement. Donc il y aura un effort à faire sur cette partie énergétique pour diminuer les besoins et les consommations. Le confort d'été, ou plutôt, je dirais, l'inconfort d'été doit être traité. Il est envisagé un petit peu différemment dans cette RE vis-à-vis de la RT. Et la grande nouveauté, forcément, dont on parle beaucoup, c'est la partie carbone, avec différents items qui vont être étudiés, et on verra le détail tout à l'heure. Beaucoup de gens nous regardent, hein, là, près de 300 personnes. Elles sont intéressées pour connaître les différences qu'il y a aujourd'hui avec la réglementation précédente. Alors, il y a une chose qui est importante déjà, c'est que les exigences vont être progressives. Ça a été évoqué tout à l'heure par Frédéric Didier. On va commencer avec une première période de mise en place de cette RE de 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Et par palier de 3 ans, on va augmenter l'exigence. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que les pouvoirs publics ont souhaité associer les professionnels via la fameuse clause de revoyure qui interviendra avant chaque modification des exigences et qui s'appuiera sur un observatoire RE 2020
pour avoir un retour de ce qui s'est fait sur le terrain et voir si l'évolution des seuils envisagés est atteignable ou pas, ou s'il faut les faire évoluer. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que la surface de référence, puisque tous les calculs sont ramenés à une surface de référence, dans le cadre de la RT 2012, on parlait de SRT, alors que dans cette RE, on ramènera tout à la surface habitable, qui est une surface que tout le monde connaît, maîtrise, y compris les maîtres d'ouvrage d'ailleurs. Voilà. Par rapport aux énergies, alors dans une première communication en fin d'année 2020, les pouvoirs publics annonçaient que c'était la fin du gaz. On pourra toujours continuer à en faire, notamment en collectif et en maison individuelle sous certaines conditions. Voilà. Ensuite, autre grande différence aussi, vous êtes habitué aujourd'hui à avoir des contrôles en fin de construction pour d'abord vérifier la conformité du bâtiment avec ce qui était prévu dans l'étude thermique, mais aussi pour la perméabilité à l'air des logements. Demain, avec cette RE, il y aura aussi un contrôle sur le système de ventilation. Alors, un petit mot sur les grands indicateurs, Olivier Mahul. Oui, alors dans cette réglementation, on a deux types d'indicateurs. Des indicateurs qui sont réglementaires, pardon, et qui sont donc soumis à des seuils avec des niveaux maximums à respecter, et des indicateurs pédagogiques qui sont là, eux, pour informer le maître d'ouvrage sur l'impact de sa construction, que ce soit en termes d'impact environnemental ou même de consommation ou de stockage carbone. Aujourd'hui, on va plus axer les efforts sur les indicateurs réglementaires, puisque c'est ceux qui permettront de dire si on respecte ou pas la réglementation. Et alors, il y en a six grands indicateurs. Il y a les besoins bioclimatiques, le fameux coefficient B-bio, qui, sur cette première période de réglementation, va être vraiment le point important. Les consommations, bien sûr, l'inconfort d'été avec les degrés d'inconfort, l'impact carbone, CO2 de l'énergie qui est utilisée dans le bâtiment et l'impact carbone des composants du bâtiment. Voilà. Donc là, ce sont les 6 thèmes sur lesquels il y aura des seuils et sur lesquels il faudra travailler. Et quels sont les grands principes, avant qu'on parle encore du B-bio ici sur ce plateau, quels sont les grands principes Alors sur la partie énergie, on retrouve un petit peu ce que l'on connaissait avec la RT 2012, c'est-à-dire qu'on va partir des besoins du bâtiment, qui sont en fonction de tout un tas de critères qu'on va développer juste après. Ces besoins sont contrés par l'intermédiaire de systèmes, et en fonction des performances des systèmes, on atteint des consommations qui sont plus ou moins élevées, et en parallèle, on fait un calcul des degrés d'inconfort pour quantifier le confort d'été. Voilà, donc c'est grosso modo à peu près le même système de fonctionnement sur la partie énergie, en tout cas, que la RT 2012. Allez, je reviens quelques instants sur ce plateau avec vous, Gérald Merlin, sur la sobriété énergétique au niveau de la terre cuite. Vous pouvez enlever votre masque, bien sûr, respirez, ça fait du bien. Sur la sobriété énergétique au niveau de la terre cuite, comment ça se présente le B-bio? Ça se présente plutôt bien, Lionel. La RE fait la part belle aux matériaux de construction et aux équipements qui sont thermiquement performants. Alors, M. Mahul le soulignera un petit peu plus tard, mais il existe différents leviers pour optimiser le B-bio. Et un de ces leviers, bien évidemment, c'est de travailler sur la performance de l'isolation de la paroi. Il existe différentes possibilités. D'une part, c'est d'augmenter les épaisseurs de ces isolants. C'est de travailler sur la performance de ces isolants en ayant des isolants plus performants avec des lambdas plus faibles, ou bien tout simplement de varianter, on va dire, la nature de l'isolant en passant d'un polystyrène à un polyuréthane. Nous, ce qu'on propose, c'est tout simplement d'optimiser, on va dire, la performance thermique de la paroi en s'appuyant sur une structure porteuse isolante. Et rien de mieux que la maçonnerie isolante de type A associée à une planelle qui permet justement de répondre à ces enjeux de B-bio -30. Alors, comme vous le savez, la brique a une performance thermique qui est 5 à 7 fois et demi supérieure à une maçonnerie ordinaire courante, ce qui permet bien évidemment de travailler aussi sur la réduction des ponts thermiques. On a des ponts thermiques qui sont 2 fois plus faibles qu'une maçonnerie ordinaire. C'est bien de le rappeler. Tout à fait. Voilà. Et on est là pour le faire. Et bien évidemment, on s'exonère de l'utilisation de rupteurs de ponts thermiques qui sont relativement coûteux. Et petite cerise sur le gâteau, on a la possibilité effectivement d'avoir des épaisseurs d'isolant beaucoup plus faibles.
On parle ici de 2 à 4 cm d'épaisseur d'isolant en moins, ce qui permet justement d'avoir des parois relativement performantes à parois équivalentes. Quels sont les avantages de ces solutions qu'on comprenne bien? Concrètement, en termes de gains, on peut valoriser la solution maçonnerie isolante de type A sur un gain de performance au niveau de la surface habitable. Le gain est grosso modo de 3% minimum sur une maison individuelle, ce qui représente la taille d'un toilette pour une maison de 100 mètres carrés. Donc c'est un avantage pour les occupants. Si on retranscrit ça pour un maître d'ouvrage au niveau d'un logement collectif qui représente une surface habitable de 2000 mètres carrés, ça représente une surface commercialisable supplémentaire de 60 mètres carrés, l'équivalent d'un T3. Donc ça parle à tous en termes de valorisation du bâti. Donc la brique de 20 cm reste pour nous la solution technico-économique telle qu'elle a été lors de la RT avec ce passage à la RE. La solution pour répondre bien évidemment à un bâti optimisé d'un point de vue isolation thermique, de par le traitement optimisé des ponts thermiques et bien évidemment la question de l'étanchéité à l'air est tout aussi efficace. Merci Gérald, on vous l'a dit, c'est une émission interactive autour de la RE 2020. Évidemment, vous pouvez poser des questions. Y a-t-il une question de chat? C'est parti. Voilà, première question qui s'adresse à vous d'ailleurs, Olivier. Je pense que vous êtes à même d'y répondre. Olivier, les toitures en pente sont-elles pénalisées par les calculs? Les toitures en pente sont-elles pénalisées par les calculs? On vous écoute. Alors, je dirais pas qu'elles sont pénalisées par les calculs, c'est plutôt le fait d'avoir des combles aménagés qui va avoir un impact plutôt négatif sur les résultats, puisque comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la surface de référence est la surface habitable. Et dans les combles aménagés, on a tout le temps une surface que l'on appelle utile, qui est en dessous de 1,80 m et qui, elle, occasionne des déperditions, mais qui ne rentre pas en compte dans la surface habitable et donc qui dilue un petit peu moins les consommations. Donc voilà pourquoi les logements avec des combles aménagés seront un petit peu plus sensibles. Mais il y a tout le temps des solutions et puis on sera là pour les trouver, il n'y a pas de problème. Voilà, en attendant d'autres questions de chat, je reste avec vous, Olivier. Vous avez un cas concret à présent, puisqu'on parle de RE 2020, vous avez un cas concret sur une maison individuelle. Oui, tout à fait. Alors, on a pris un exemple d'une maison individuelle qui est tout à fait classique. On va dire qu'elle correspond à une maison primo-accédant. Donc, plutôt compacte, avec une très bonne orientation. Pour vous donner une idée des prestations à prévoir et du niveau de surisolation à prévoir, on est parti sur un exemple compris, donc ce qui est fait dans la zone sud-ouest, mais bon, peu importe. Après, on pourra éventuellement, au mois de septembre, aller un petit peu partout en France, mais là, c'est juste pour s'appuyer sur quelque chose de concret. Donc, pour travailler sur les besoins de chauffage, d'éclairage et de refroidissement, on est obligé de travailler sur le bâti. C'est une des pistes d'amélioration, et sur les ponts thermiques aussi, ça a été évoqué. Donc, dans ce cas-là, on a fait le choix de partir sur une brique plutôt très performante avec une résistance thermique de 1,45 qui est tout à fait disponible dans la gamme Wiener. Et il faut malgré tout surisoler un petit peu partout. Et avec le descriptif que vous voyez là, on va pas trop rentrer dans le détail, mais concrètement, on est un petit peu plus isolé que sur ce que l'on connaît en RE. On a les indicateurs sur la partie énergie de BBio, de consommation et de degré d'inconfort, donc le confort d'été, qui sont respectés. Donc, sur ce type de logement-là, on verra plus tard, ou quand on travaillera ensemble, que sur les logements un petit peu plus grands, ça se complique un peu. Mais en tout cas, sur ce type de logement-là, on arrive à respecter la partie énergie de la réglementation assez facilement. Si on regardait un petit peu plus en détail les différents systèmes de chauffage qui sont aujourd'hui couramment utilisés dans le cadre de l'ART. Donc bien sûr, leurs performances sont importantes pour respecter les niveaux de consommation, ce qui est
auto-consommé, et donc l'énergie produite sur le bâtiment aussi apporte un plus, forcément. Et concrètement, tous les systèmes utilisés aujourd'hui dans le cadre de la RT, en tout cas les plus courants, permettent, si on respecte la partie BBio, besoin du logement, permettent de respecter cette RE au niveau des consommations. Il y a un petit point de vigilance sur les solutions gaz pour lesquelles il y a quelques conditions respectées. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et sur les solutions composites, mais là c'est pareil, on n'est pas là pour rentrer dans le détail, donc on vous expliquera ça un petit peu plus tard. Voilà, et n'hésitez pas à poser des questions. Stéphane Zumbil, le CEP, je vais rappeler, c'est la consommation d'énergie primaire, c'est 5 usages en fait, hein, chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, éclairage et les auxiliaires. Vous avez, vous, d'autres solutions pour optimiser la consommation ? Oui, tout à fait. Nos solutions sont avant tout connues pour traiter la partie limitation des besoins. Gérald l'a bien expliqué précédemment. Mais on a aussi des solutions pour intervenir sur la partie consommation et plus particulièrement sur la partie consommation d'énergie renouvelable, avec des solutions de panneaux photovoltaïques qui vont parfaitement en association avec nos solutions tuiles coramiques, donc, qui permettent de produire de l'énergie décarbonée et renouvelable. En fait, c'est soit des solutions de kit qui permettent de répondre aux besoins de la réglementation environnementale, notamment quand on reste en solution chauffage gaz, lorsque cela est encore possible, ou alors on peut aussi aller au-delà et compenser les besoins des usages domestiques qui, eux, ne sont pas pris en compte dans la réglementation environnementale avec des installations plus importantes. Alors qu'on comprenne bien quels sont les avantages de cette solution. Alors, c'est des solutions qui sont simples, économiques et faciles à installer. Et on aura également quelques évolutions à proposer avant la mise en place de la réglementation 2020 au 1er janvier 2022. Allez, on va repartir sur la réglementation avec Olivier Mahul, avec un nouvel indicateur pour ce qu'on appelle le confort d'été. On vous écoute, Olivier. Tout à fait. Donc, c'est le fameux calcul des degrés d'inconfort. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu compliqué. Mais sachez, par contre, que ce qui influe sur cet indicateur, donc de confort d'été, c'est notamment tout ce qui est lié à l'inertie du bâtiment, au fait que celui-ci soit traversant ou pas, hein, pour créer un courant d'air dans le logement pour décharger la chaleur accumulée la journée. Une chose qui est très importante aussi, c'est les protections solaires et leur pilotage pour permettre notamment de laisser les apports solaires rentrer en hiver et de les couper en été, hein, puisque si on ne coupe pas les apports solaires gratuits en été, on fait monter la température dans le bâtiment et c'est là que on a des problèmes d'inconfort. Voilà. Donc concrètement, les deux points importants que l'on peut mettre en avant aujourd'hui, c'est l'inertie du bâtiment, les protections solaires et leur pilotage, bien entendu. Et ben voilà, vous êtes extrêmement clair. Alors Gérald Merlin, vos solutions, vous, doivent évidemment répondre aux enjeux de la RE 2020. Sur le confort d'été, on a une bonne explication. Vous avez, vous aussi, des solutions ? Oui, tout à fait. Lionel, nous avons notre solution Climamur qui est présente sur le plateau, qui est une évolution de la brique monomure. C'est une gamme de briques à isolation thermique répartie. C'est une brique auto-isolante qui intègre de la laine de roche dans ses alvéoles, qui a une performance thermique qui peut grimper jusqu'à un R de 5,35 m² Kelvin-Watt. L'intérêt de cette solution, c'est qu'elle a une masse volumique relativement importante, hein, puisqu'on est à 630 kg du mètre cube, avec des épaisseurs de parois qui oscillent entre 30 et 42 cm, donc on apporte de la masse. Et cette solution Climamur apporte de l'inertie thermique et agit comme un climatiseur naturel. Alors, cette inertie thermique garantit une température stable, quelle que soit la saison, été comme hiver. Hein. On a réalisé un certain nombre d'essais in situ et de simulations thermodynamiques. Vous le voyez, il y a le résultat d'études hein, sous forme de graphique. Vous avez la ligne bleue qui correspond à la température intérieure et les lignes rouges qui correspondent aux températures extérieures. Donc quand la température extérieure oscille entre 15 degrés la nuit et 32 degrés le jour, on a une température qui est stable en intérieur qui oscille entre 20 et 24 degrés, donc qui garantit la fraîcheur, notamment en période de surchauffe estivale.
Voilà, et c'est ce qu'il y a ici, hein. Voilà, juste à mes côtés. C'est climat mûr. En plus, esthétiquement, c'est plutôt réussi. Tout à fait. Ça, c'est côté climat mûr. Parlons maintenant côté accessoires. Vous avez également quelques réponses. Oui, en parallèle, nous proposons une gamme complète d'accessoires qui permettent de jouer sur les ouvertures, notamment pour maîtriser l'inconfort estival et optimiser, on va dire, et réduire la DH. Nous proposons une gamme complète de coffres isolés et non isolés, avec des coffres de volets roulants et des coffres pour BSO, hein, les brises-soleil orientables, avec la possibilité d'avoir une face extérieure terre cuite ou ou une solution 100% terre cuite. Hein, c'est la possibilité que nous proposons à nos interlocuteurs. L'avantage de ces gammes, c'est qu'elles sont motorisables et automatisables, donc ce qui permet une meilleure gestion des apports solaires et des occultations par rapport à cette question de la DH. Voilà, tous ces propos font réagir. On a de nouveau des questions de chat. Et on va essayer d'être synthétique. 4 questions qui viennent de nous arriver. Une pour vous, Olivier. Est-ce que la RE 2020 favorise plus l'ITE que l'ITI ? Alors, je ne sais pas si on peut répondre de façon tranchée là-dessus. C'est une question de sensibilité et aussi de bâtiment. L'ITE a un intérêt si on a des façades, notamment des logements à étages, enfin des bâtiments avec plusieurs étages, pour couper le pont thermique sur les planchers intermédiaires. En revanche, dès qu'on a des balcons ou des décalages de façade entre les étages, bon, il y a plus trop d'intérêt, voilà, clairement. Donc, si la question suggérée était est-ce qu'on va faire de l'ITE systématiquement un RE de 2020, je vous dis non. Voilà. Bonne réponse. Stéphane, question pour vous. Comment la terre cuite contribue-t-elle au confort d'été ? Alors, Gérald a montré une illustration lorsqu'on est en isolation thermique répartie avec nos solutions climat mûr. La terre cuite contribue pleinement au confort d'été, d'une part par l'inertie qu'elle apporte et aussi par la performance thermique de la solution. Mais qu'on soit ensuite en isolation thermique par l'intérieur ou en isolation thermique par l'extérieur, ce qui contribue avant tout au confort d'été, c'est la limitation des déperditions ou des apports calorifiques. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Et bien sûr, quand on est en isolation thermique répartie ou en isolation thermique par l'extérieur, c'est l'inertie qui est apportée par la paroi qui peut également contribuer à ce confort d'été. Autre question du chat. Gérald, on parle d'étanchéité à l'air. Est-ce le cas de la brique ? Oui, depuis la RT 2012, une paroi enduite une face garantit une excellente étanchéité à l'air. Donc, ce qui était vrai hier le sera également demain. Olivier, autre question pour vous avant qu'on aborde la partie carbone. Voici la question qui vient d'arriver. La prise en compte de la SAHB comme surface de référence aura-t-elle une répercussion sur le calcul réglementaire ? Oui, bien sûr, puisque la surface habitable est une surface qui est plus petite que la surface, la SRT que l'on connaissait dans le cas de la RT 2012. Et donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas comparer un résultat RT 2012 et un résultat RE. Donc effectivement, il y a une diminution qui est fonction du bâtiment, mais qui peut être entre 10 et 25% de la surface de référence. Donc oui, ça a un impact. Mais cet impact-là a été pris en compte dans les modulations qui ont été introduites par la DHUP, enfin par les pouvoirs publics. Donc il y a un impact, mais qui est limité, on va dire. Je reste avec vous, Olivier Mahul. On fait un point sur la RE 2020 aujourd'hui et vous allez nous éclairer à présent sur la partie carbone. Il y a des seuils et il y a des exigences à atteindre. Oui, tout à fait. Alors sur la partie carbone, pour vous expliquer les grands principes, en fait, donc il y a 5 grands thèmes. Le plus important qui est les composants, donc tout ce qui constitue le bâtiment. On part des fondations jusqu'à la peinture, aux plaintes et le bâtiment dans sa globalité. Ensuite, on a l'impact carbone de l'énergie qui est utilisée dans le bâtiment. Donc c'est
en fonction de l'énergie utilisée pour le chauffage au chaude sanitaire, etc., on a un impact qui est plus ou moins important. La performance des systèmes aussi joue là-dessus. L'impact chantier est calculé et il est fonction notamment des engins qui sont utilisés à l'occasion du chantier, l'eau du bâtiment, les consommations du bâtiment ont un impact qui est calculé, la parcelle aussi, tout ce qui est aménagement de la parcelle, c'est-à-dire les clôtures, les accès, des choses comme ça, sont calculés. Tout n'est pas soumis à un seuil. On a vu tout à l'heure qu'il y avait cette notion de seuil réglementaire et de seuil pédagogique. Dans le cadre, sur la partie carbone en tout cas, on regardera plus particulièrement l'impact de la construction, c'est-à-dire les composants plus le chantier, et l'impact de l'énergie. Ouais. Et sur l'impact carbone, on a également un impact concernant les composants. Oui, les composants, comme je le disais, c'est la partie la plus importante de l'impact carbone du bâtiment. Et ce contributeur, c'est comme ça qu'on les appelle, il est fonction de la quantité forcément de produits qui est utilisé dans le bâtiment, mais il est aussi fonction des caractéristiques environnementales de chacun des produits. Chaque produit, pour être pris en compte dans le bilan, doit bénéficier d'une fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Qui a différentes formes, on va le voir après. L'impact aussi de la durée de vie du produit n'est pas négligeable, puisque le calcul se fait sur une période de 50 ans, et si le produit qui est utilisé a une durée de vie inférieure à 50 ans, mais on compte un renouvellement du produit au cours de la période de calcul. Et enfin, un point aussi dont on entend de plus en plus parler, la revalorisation des produits en fin de vie a un impact sur le résultat du calcul, forcément. Si on regarde, si on revient sur l'exemple qui a été utilisé sur la partie énergie tout à l'heure, on voit que avec le descriptif qui vous a été présenté, sur la première période, je rappelle qu'il va y avoir une évolution des seuils au fur et à mesure des années. Sur la première période qui va de 2022, 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, le logement tel qu'il a été conçu, avec le descriptif que l'on a vu tout à l'heure, bon, il y a d'autres paramètres qui sont pas affichés, mais peu importe, permet de respecter la partie impact construction, donc composante du chantier. En revanche, dès qu'on va passer sur le seuil suivant, à partir de 2026, ou encore plus tard, après, à partir de 2029, là, il faudra qu'on améliore les performances environnementales du bâtiment. Il y a différentes façons de le faire. Utiliser des matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement, bien sûr, et ou diminuer les quantités. Chacun fera son choix. Maintenant, si on veut regarder un petit peu plus zoomer sur les sujets qui nous réunissent aujourd'hui, on se rend compte que la partie brique de la construction, sur un total de 602 kg, on va pas trop rentrer dans les chiffres, mais en tout cas le poids de la brique sur l'impact environnemental de ce bâtiment, il n'est que de 5%, et la tuile, puisque ce bilan-là prend en compte des tuiles en terre cuite, et de l'ordre de 3,5% du poids total des composants. Donc c'est un poids tout à fait raisonnable, on va dire. On va parler de la FDES, si vous le voulez bien, la fiche de déclaration environnementale et sanitaire. C'est quoi l'impact de la FDES ? Alors en fait, il faut savoir que pour définir l'impact environnemental d'un produit, donc on doit forcément s'appuyer sur des fiches qui s'appellent donc des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui sont répertoriées sur un site dédié qui s'appelle INES, peu importe. Et il y a différents types de fiches de déclaration environnementale. Il y a le premier niveau qui est le plus pénalisant, on va dire, qui correspond aux valeurs par défaut qui sont données par le ministère. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est une déclaration collective qui est souvent au niveau d'un syndicat. Et enfin, le niveau le plus précis, qui est la déclaration environnementale d'un produit en particulier. Là, pour vous donner un exemple, si je compare l'impact environnemental de la brique en prenant en compte la valeur par défaut ou en prenant en compte la fiche environnementale de la Porotherm GFR 20, j'ai un gain de 40%. Donc il y a tout intérêt à sélectionner des produits qui bénéficient d'une fiche de déclaration environnementale spécifique
pour optimiser le résultat de l'impact environnemental du bâtiment. Allez, on revient en plateau quelques instants avec Stéphane Zumbil. Quelles sont les solutions Wienerberger pour répondre à cette réglementation carbone? Toutes. Voilà, question simple, réponse efficace, c'est ça que vous me dites, toutes. Exactement, non, mais c'est ce qu'il faut retenir. Olivier l'a bien expliqué. À date, il y a une réponse pour toutes les solutions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Wienerberger et l'ensemble de la filière terre cuite s'inscrivent de manière proactive depuis très longtemps dans cette démarche d'évaluation environnementale et sanitaire des produits. Une des premières FDES qui a été réalisée concernait les briques monomures et elle date de 2000. Et à date, donc, nous avons 8 FDES collectives qui concernent l'ensemble des champs d'activité, à savoir la structure, la couverture, la façade et également les briques lorsqu'elles sont utilisées en cloison. Et on a également des FDES individuelles, alors certaines qui sont communes avec les parties collectives, qui ont des performances plus importantes, ce que Olivier illustrait, et d'autres qui sont plus spécifiques, notamment l'exemple que citait Gérald sur la Climamur ou sur des solutions de bardage. La FDES, c'est juste une déclaration de l'industriel? Non, ce n'est pas juste une déclaration de l'industriel. Il faut savoir qu'une FDES, elle est d'abord établie sur la base d'une norme, la NFEN 15804, et donc elle répond à des critères bien précis. C'est bien évidemment l'industriel qui communique les données, puisque c'est les chiffres de production, de matières premières qui permettent d'établir ces données, mais ensuite toutes ces données sont vérifiées par une tierce partie avant d'être mises en place sur la base IGNES. Donc on sait qu'à partir du moment où une fiche de données environnementales et sanitaires est sur la base IGNES, elle a été vérifiée par une tierce partie. Et ça, c'est valable donc pour les fiches collectives et aussi bien pour les fiches individuelles. Voilà, il y aura des questions de chat dans un instant. Vous vouliez encore redire une autre chose? Oui, donc ce que je voulais également préciser, c'est que l'ensemble de ces fiches de données environnementales et sanitaires, qu'elles soient collectives ou individuelles, représentent plus de 75% des produits commercialisés par Wienerberger. Notre objectif, c'est bien évidemment de travailler à avoir une représentation plus importante très rapidement et également d'améliorer les performances dans ces fiches de données environnementales et sanitaires. Mais ça, on y reviendra. Gérald aura quelques exemples à citer. Voilà, et on reste sur cette réglementation carbone. Présentez-nous, Gérald, les innovations à venir. Alors, on va vous présenter aujourd'hui quelques innovations, notamment Nature Brick. C'est une brique éco-responsable dédiée à la maison individuelle, spécialement conçue avec une éco-conception sur un travail du profil pour avoir des parois plus fines, des alvéoles plus grosses, de façon à réduire au maximum le poids de cette solution, puisqu'on passe d'une brique qui est généralement est de l'ordre de 20 kg. Là, on est sur une brique qui est aussi aux alentours de 16 kg, donc un gain de 20%, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ce travail d'éco-conception nous a permis de réduire donc, la consommation énergétique dans la phase production, mais surtout également optimiser l'impact transport lié à un produit beaucoup plus léger. On travaille bien évidemment avec des produits locaux en circuit court sur un site qui nous permet d'avoir une zone de chalandise relativement proche. Et tous ces aspects nous permettent bien évidemment d'optimiser l'impact carbone du produit durant tout son cycle de vie, de la production au transport jusqu'à sa fin de vie. Ça, c'est Nature Brick qu'on vient de voir. Côté façade, vous avez une avant-première à nous présenter aussi aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, à côté de Frédéric, vous voyez notre nouvelle gamme de briques de parement, donc la gamme Eco-Brick, qui se veut également éco-conçue, puisqu'on est sur des briques avec une profondeur ou une épaisseur moins importante, de l'ordre de 3,5 cm. Donc, ce gain de matière qui est de l'ordre de 30% à l'échelle d'une brique standard nous permet également d'avoir une consommation énergétique moindre dans la phase production et d'avoir un produit qui est beaucoup plus vertueux d'un point de vue impact carbone. L'autre avantage de cette solution, bien évidemment, c'est qu'elle laisse la place à plus d'isolation au niveau du bâti. On gagne entre 3 et 4 cm d'épaisseur en plus, ce qui permet également d'atteindre les niveaux d'exigence en termes de B-bio.
Tout ça, c'est dans une orientation de bénéfice client. La volonté, c'est de réduire les consommations de chauffage, de climatisation et d'influer sur l'impact carbone global. Autre point à noter pour ce produit, c'est qu'il est bien évidemment plus léger, moins encombrant et dans la même logique que NatureBrick, donc un transport optimisé d'un point de vue carbone. Alors, cette solution EcoBrick sera lancée courant du mois de septembre et l'ensemble de nos innovations, donc il y a un travail en cours sur l'optimisation des fiches de données environnementales et sanitaires. Et nous aurons la possibilité donc, de proposer ces fiches courant d'année prochaine lorsque la RE sera en vigueur. Merci beaucoup Gérald pour ces explications. Des questions, chat, c'est parti. Et Olivier Mahul, vous allez être mis à contribution. Une question. À l'heure actuelle, une attestation thermique doit être fournie lors du dépôt de permis de construire. Qu'est-il prévu pour la RE 2020 concernant le carbone également? Attestation thermique. Il y a des discussions en cours, justement, effectivement. Il y a eu des interrogations un temps sur la présence ou pas de ces attestations au niveau du permis. Je vous confirme qu'il y aura bien des attestations au niveau du permis telles qu'on les connaît aujourd'hui. Elles porteront notamment sur le B-bio et les degrés d'inconfort pour quantifier le confort d'été au niveau du permis et être sûr que le maître d'ouvrage est sensibilisé à ces problématiques-là. Voilà, vous êtes nombreux en tout cas à nous écrire. Gérald, votre système Climamur utilisé seul suffira-t-il pour répondre à cette RE 2020 ou un complément ITI ou ITE sera envisagé? Alors, comme l'a dit Olivier, en fonction de la nature du projet, de la situation géographique, de la compacité du bâtiment, donc le travail sur le B-bio, la solution seule permettra de répondre à certaines exigences. Bien évidemment, en fonction du projet, il y aura peut-être nécessité dans certains cas d'avoir, on va dire, une isolation complémentaire, mais ça restera à la marge. Autre question, c'est Stéphane. Qu'en est-il du bilan carbone de la terre cuite en parement de façade? Qu'en est-il du bilan carbone? Alors en fait, tout dépend de la solution qui est retenue. De mémoire, une solution plaquette de terre cuite, c'est environ 15 kg de CO2 du mètre carré. Un double mur, c'est quasiment 4 fois plus. Donc environ 55-60 kg de CO2 par mètre carré. Une solution de bardage type Argelite, c'est environ 40-45 kg. Donc Gérald vous a présenté une solution justement pour limiter cet impact avec l'EcoBrick. Donc il y a des solutions en allant vers de l'éco-conception. Les solutions plaquettes, comme on l'a dit, sont moins impactantes. Et ce qu'il faut aussi retenir sur ces solutions façades, c'est que ce sont des solutions durables. Donc quand on met en place une solution terre cuite sur la façade, elle va durer toute la vie du bâtiment. Il y a d'autres solutions de façade qui ont peut-être des impacts moindres, mais qu'il va falloir remplacer une ou deux fois pendant la durée de vie du bâtiment. Et forcément, leur impact sera plus important au final. Encore quelques questions avant de conclure évidemment ces échanges. Question pour vous, Olivier. Le secteur de la construction neuve avance sur le sujet de la performance carbone, mais quid de celui de la rénovation? Ah oui, il y a des choses en cours aussi. La rénovation, c'est aussi un des gros sujets actuels, notamment avec des modifications sur les possibilités d'obtenir des aides. Donc c'est pas, on n'en est pas encore au stade de ce qui est demandé dans les logements neufs, et c'est à peu près logique puisqu'il est quand même beaucoup plus difficile d'intervenir sur un logement existant. Mais fatalement, ce qui est mis en place dans le neuf arrivera aussi dans la rénovation. L'impact environnemental des produits mis en œuvre pour rénover un logement sera à plus ou moins court terme, forcément dans le collimateur des pouvoirs publics. On y arrivera forcément. Gérald, une question. Est-ce que la NatureBrick a une date de sortie sur le marché? Alors, NatureBrick est d'ores et déjà disponible sur le marché puisqu'elle a été lancée en début d'année depuis notre site de fabrication de Durtal dans le Grand Ouest. Elle est en phase d'expérimentation, donc il y a un travail sur le produit qui est encore en cours. Et donc, il y a une distribution qui sera nationale puisqu'on prévoit de dupliquer à partir de ce site de Durtal sur nos différents sites de production
le produit de façon à pouvoir le proposer au plus grand nombre en circuit court auprès de nos clients régionaux. Stéphane, question pour vous. En complément de la brique, et pour traiter les aspects impact carbone et inertie, notamment le confort d'été, que pensez-vous de l'utilisation d'isolants biosourcés type fibre de bois en remplacement des laines minérales classiques? C'est une question à un ingénieur, ça. La complémentarité des matériaux est de toute façon une solution, enfin, quelque chose qu'il va falloir regarder au niveau de la réglementation environnementale et sous un nouvel angle. Jusqu'à présent, la plupart de nos solutions étaient validées avec des solutions d'isolation plus traditionnelles, que ce soit des doublages polystyrène ou des solutions doublage laine de verre plus plaque de plâtre. La réglementation environnementale va emmener d'autres usages et il va falloir qu'on voit l'association de ces matériaux avec nos solutions et qu'on voit comment on peut l'évaluer, puisque nos solutions ne doivent pas que répondre à la réglementation environnementale, mais également à d'autres exigences, comme par exemple la sécurité incendie. Et ça, il faudra le regarder de plus près. Allez, une question à vous, Frédéric. Dans la déconstruction, la terre cuite est-elle recyclable? Très bonne question. Effectivement, on dit souvent la terre revient à la terre. Donc on essaye au maximum de recycler tout ce qui est casse en production. Donc tout ce qui est casse en production, en casse dite sèche, sont réutilisés en production comme une matière première. Les casses cuites, que ce soit en usine ou sur chantier, sont revalorisées généralement en matière granulaire pour des applications diverses. Mais au-delà de la matière, on s'applique également à recycler tout ce qui est ou à travailler au maximum sur la valorisation des matériaux, comme le recyclage du bois à travers la consigne des palettes, pour s'assurer d'une vertu sur le bois. Et Dieu sait que c'est important actuellement avec cette pénurie sur le bois au niveau mondial. Donc la palette consignée est une des solutions qui a été mise en œuvre avec nos partenaires négociants. Et c'est une bonne solution pour l'environnement. Ou également sur le recyclage du plastique, en utilisant des plastiques pour les housses de palettes, au maximum avec des plastiques recyclés. On va conclure dans un petit instant. Il y a une question qui est à vous encore, Olivier. Avez-vous un estimatif, Olivier, du surcoût de la mise en place de la RE 2020? Est-ce qu'il y a un estimatif de ce surcoût? C'est une excellente question. Pour autant, il est difficile de répondre, puisqu'en fait, tout dépend d'où on part. Quand on a un descriptif RT 2012 qui est vraiment optimisé pour respecter à minima la RT 2012, on va avoir un plus gros effort à faire que si on a déjà quelque chose qui est très performant aujourd'hui. Voilà, donc c'est assez difficile d'estimer le surcoût. La typologie du bâtiment aussi va jouer beaucoup. Ce sera plus compliqué notamment sur les grosses maisons très vitrées, très découpées. Voilà, donc là il y aura vraiment un gros travail à faire en conception. Et puis après, on entend un petit peu tout et n'importe quoi avec des pourcentages qui sont plus ou moins importants. Et là, je dirais que c'est un petit peu comme pour les manifestations, il y a les estimations de la police et ceux des manifestants. Donc c'est difficile à appréhender. Voilà. C'est propre à chaque intervenant. Et puis nous on sera là de toute façon pour aider à optimiser les descriptifs pour que le surcoût de ce RE soit le plus raisonnable possible. Voilà, j'en profite pour vous remercier pour ces explications, Olivier. Nous, on va conclure ici sur ce plateau avec vous, Frédéric Didier. Pourriez-vous nous résumer les atouts de Wienerberger sur l'axe carbone et énergétique? Il en a été question tout au long de ces 45 minutes. Oui, effectivement, on a pu voir ce matin, Lionel, vraiment toute la pertinence de la solution terre cuite et de la solution Wienerberger. On a pu l'observer sur la pertinence sur la partie, je dirais, un bâti isolé. Quand je dis bâti, c'est le mur, la façade et la toiture. Ce n'est pas uniquement la partie structure. On est vraiment chez Wienerberger acteur dans l'ensemble du bâti et de l'enveloppe du bâtiment, et donc à travers une sobriété énergétique. L'autre aspect très important pour nous dans la pertinence de la solution terre cuite et Wienerberger, c'est l'inertie pour améliorer le confort d'été, ou comme l'a dit Olivier, l'inconfort d'été. On sait combien il est inconfortable d'avoir un bâti extrêmement chaud en période de canicule. La terre cuite est une excellente réponse, on l'a vu avec Gérald ce matin, sur la régulation de la température dans le bâti, grâce à cette inertie thermique de la terre cuite. Et puis l'autre aspect, qui est vraiment l'aspect, on va dire, prépondérant par rapport à la RE 2020, c'est vraiment l'exigence qui nous est imposée en tant qu'industriel de la terre cuite sur l'évolution progressive sur la partie carbone, tant sur la partie composants, la partie process, la partie énergie, la partie matière première. Et là, on va travailler, et nous travaillons déjà, pour accompagner cette progressivité et faire que nos solutions, terre cuite, restent pertinentes durablement d'un point de vue carbone.
D'autres points à pousser, à mettre en avant peut-être concernant les enjeux pour la construction? Moi, je pense qu'on doit absolument, à travers la filière terre cuite et à travers Wienerberger, porter le message de l'aspect multicritère du choix de la terre cuite. La terre cuite, c'est effectivement de la résistance mécanique, c'est de la résistance thermique, c'est de la résistance acoustique. Donc c'est un multicritère pour un choix pertinent et pour laisser le choix au consommateur. Le consommateur doit avoir le choix de son bâti et de son confort de vie. Et ce qui est extrêmement important pour nous, c'est d'avoir un produit extrêmement polyvalent, accessible au plus grand nombre. Et voilà, donc tout simplement pour pouvoir répondre aux constructions de demain, comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Et une question de pérennité aussi de la terre cuite auquel vous êtes très attaché. Bah, effectivement, parce que la pérennité, on aime à dire que la terre cuite, c'est pour plus d'un siècle. Ouais. Donc c'est un produit qui est extrêmement économique, accessible au plus grand nombre, avec très peu d'entretien dans le temps. Une façade en terre cuite traverse les époques, ce n'est pas le cas de toutes les façades. Il suffit des fois de regarder les façades à certains endroits, elles ne sont pas toujours très jolies. La terre cuite permet d'avoir un côté esthétique extrêmement bon et durable. Et la terre cuite résiste à l'ensemble des aléas du quotidien. Et les aléas sont nombreux dans la construction. L'humidité, la partie acoustique, on sait que c'est extrêmement important en zone urbaine. Stéphane l'évoquait, la partie feu, c'est extrêmement important pour la sécurité des occupants des bâtis. Et puis, plus globalement également, les zones sismiques. Hein. Il faut résister et trouver des solutions en zone sismique. Et c'est une matière première qui est toujours disponible? Oui, au-delà du fait que ce soit un matériau qui soit extrêmement sain, il est extrêmement disponible, il est local, en circuit court. Et on voit actuellement qu'il est nécessaire quand même d'avoir une certaine souveraineté industrielle en France, en particulier dans la filière minérale et la filière terre cuite. Et donc nous sommes présents et nous ne sommes pas liés aux aléas des soubresauts économiques actuels. Et donc effectivement, défendre la souveraineté industrielle française et européenne, c'est aussi un message très important à faire valoir auprès des autorités qui mettent en place ces réglementations environnementales. C'est un point pour nous qui est extrêmement important. Voilà, merci en tout cas à tous. Pour conclure, je crois qu'on va se retrouver et poursuivre cet acte des experts plus tard. Ah oui, effectivement. Bon, déjà, merci à Lionel pour avoir organisé et réalisé la médiation dans cette table des experts. Merci à Olivier Mahul qui nous a vraiment permis d'avoir un éclairage très précis, très technique d'experts sur cette RE 2020. Merci également à Gérald et Stéphane pour le rapport technique et produit sur nos solutions. Et puis rendez-vous effectivement au mois de septembre, Lionel. Pourquoi mois de septembre? Parce que d'ici là, nous aurons les outils des logiciels de calcul, en particulier celui du CSTB a priori, pour réaliser une seconde table des experts avec cette fois-ci des cas extrêmement concrets sur différents secteurs géographiques et différents cas précisément. Donc effectivement, rendez-vous au mois de septembre. Voilà, merci Frédéric Dier, merci beaucoup Olivier, et votre accent nous a un petit peu enchantés, on doit le dire. Merci à vous Gérald et Stéphane, un grand merci à vous d'avoir participé, d'avoir été très actifs, d'avoir posé des questions dans ce chat d'experts autour de la réglementation environnementale 2020. Vous pourrez d'ailleurs retrouver cette émission en replay sur la chaîne YouTube Wienerberger. Ça sera à partir de demain. Quant à nous, on se retrouvera en septembre. Salut!